Salut les gens, c'est Endeavor. Je voulais vous parler d'un autre dungeon crawler qui est sorti il y a assez longtemps. Le Kickstarter euh, a eu lieu il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, je me souviens plus de la date exacte pour être très très honnête. Euh, euh, Pourquoi je vous en reparle aujourd'hui? Bah déjà parce qu'on a bien avancé nous dans notre campagne. On a fait 15 scénarios sur les 17. Il nous en reste 4 pour terminer notre campagne complète, sachant qu'il y en a 2 qui sont pas joués parce qu'il y a des choix. Et euh, euh, comme vous le voyez à l'écran, là, il y a un nouveau Kickstarter qui se lance pour ce jeu, avec pas une deuxième édition, mais plutôt une boîte de base alternative, c'est-à-dire une nouvelle campagne. C'est compatible théoriquement, mais pour essayer de vous expliquer si ça vous convient ou pas, je voulais vous faire cette petite vidéo. Je vais utiliser surtout la page du Kickstarter et les règles pour essayer de vous les expliquer. Alors c'est un crawler, 100% coopératif, qui se joue de jusqu'à 5 joueurs. Alors nous, enfin moi, moi j'ai joué qu'à 4, donc je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Le jeu est assez bien équilibré. On a l'impression, alors c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas c'est pas nous dans notre campagne d'être sur le fil quasiment tous les scénarios. Peut-être un peu moins les derniers qu'on a fait, mais quasiment tous les scénarios. Ça c'est le nouveau Kickstarter, hein. Je vais peut-être moins vous en parler parce qu'on n'a que peu d'infos pour l'instant. On n'a que la première page au moment où je montre cette vidéo. Euh, donc c'est un crawler coopératif jusqu'à 5 joueurs, jouable en solo. Je crois qu'il faut jouer. C'est Enfin, bon, si vous détestez absolument jouer deux persos et que vous les jouez en solo, c'est un petit peu difficile, je pense. Euh, Hop, je vais changer un petit peu de vue pour vous montrer le livre de règles. Hop. Bon, je suis pas sûr que mon organisation soit très bonne. On va essayer de faire ce qu'on peut pour vous expliquer le jeu. Donc, comment le jeu est construit? Il est séparé en deux actes. Le premier acte, pour jouer les personnages du niveau 1 à 4, vous êtes bloqué au niveau 4. Et un deuxième acte dans lequel vous pouvez jouer du niveau, enfin, vous pouvez passer au niveau 5 jusqu'au niveau 7. À chaque niveau, vous avez des nouveaux pouvoirs, des nouveaux points de vie. Enfin, pas un pouvoir forcément par niveau, mais c'est comme ça. Des actions un petit peu, vous pouvez gagner des actions spéciales, bon, pas mal de choses. C'est fantastique. Bon, peut-être que vous l'auriez compris en regardant un petit peu tout ça. Vous avez une petite carte du terrain qui sert juste pour le roleplay, quoi. Euh, et pas mal de matériel. Alors, euh, en préambule, je voulais dire que le jeu est quand même assez tactique. Euh, Plus que. Alors, Zombicide est pas un. Enfin, plus que pas mal de dungeon crawler light. Zombicide n'est pas un crawler, hein, pas un dungeon crawler. Euh, La preuve, dans notre groupe, on a toujours, dans nos groupes de 4, il y en a toujours un qui a un petit peu de mal avec le jeu. Si les trois autres n'étaient pas vraiment plutôt performants sur tout ça, il aurait un petit peu. euh, euh, Parce qu'il y a beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup. Il y a pas mal de petites règles, il y a beaucoup d'effets dont il faut se rappeler. Les monstres ont beaucoup de capacités différentes. C'est assez riche, mais en contrepartie, bah, pour certains joueurs, ça va être un petit peu intimidant.
ça peut être un petit peu intimidant. D'ailleurs, le livret de règles est quand même pas génial, génial. Alors, je parle toujours de la V1, peut-être que le deuxième Kickstarter, ils vont améliorer cette rédaction de règles. Je peux pas vous le dire. Euh, Comment ça se passe quand on met en place un scénario? Oui, c'est voilà. Attendez, je vais revenir à mon discours. Le jeu est un peu complexe. Voilà, il est un peu complexe. Il est assez tactique. Euh, Au départ, bah, d'ailleurs, je l'ai fait jouer à un autre groupe de mes amis qui a joué sans moi et ils l'ont trouvé trop tactique. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'impression, je n'en suis pas sûr, que, euh, que sans faire la combinaison de perso ou d'action du des premiers tours parfaite, ils pouvaient pas gagner le scénario. J'en suis pas complètement persuadé, mais en tout cas, c'est une impression forte que ça leur a fait. Et je pense qu'ils y rejoueront jamais, quoi. Donc c'est possible que ça vous plaise pas, ni à vous, ni à votre groupe. Donc je vous ai dit, le jeu est divisé en deux actes. Et pour le premier Kickstarter, chaque acte a deux campagnes. La campagne de la boîte de base principale qui fait 7 scénarios. On va en jouer que 6, c'est-à-dire qu'il y aura une variation sur les. Il y aura un choix à un moment qui va choix ou élément de jeu qui va changer un des scénarios. Dans la première campagne, c'était le tout dernier. Dans la deuxième campagne, c'était il me semble, le quatrième scénario sur 7 ou le troisième scénario sur 7. Voilà. Ça, plus une mini campagne de 4 scénarios qui se joue juste après. Donc, dans le premier Kickstarter, la campagne de la boîte de base, c'est l'acte 1, première campagne de 7 scénarios. Il y avait en stretch goal Arcane Portal qui était une boîte retail, donc de 4 scénarios avec ses monstres spécifiques, son histoire, ses manuels, ses cartes bien entendu. Une campagne d'acte 2 de 7 scénarios de la même manière, plus une boîte qui n'est pas encore sortie avec un dragon géant, que d'ailleurs on a puisqu'on a fait le Kickstarter, qui n'est pas sorti en retail, mais qu'on n'a pas encore commencé. C'est ce qu'on commence assez dans peu de temps. Euh, Jeu, au niveau du setup, déjà il faut choisir son personnage au début de la campagne. C'est vraiment une campagne suivie, on gagne de l'expérience, l'équivalent de l'expérience, on garde des objets, on progresse, etc. C'est pas du tout comme Zombicide. Donc là, vous prenez un perso au début, puis vous, normal, en théorie, vous allez au bout avec ce personnage. Pour de campagne, c'est possible, mais c'est pas vraiment prévu dans le jeu. Chaque personnage a deux types, enfin, je crois en tout cas la plupart des personnages, peut-être qu'il y a des exceptions, mais je ne crois pas. Deux sous-spécialisations qu'il va falloir choisir au tout départ. Par exemple, moi, je jouais un druide, enfin une druidesse, qui pouvait être soit druidesse, soit chaman, et ça changeait pas mal une partie à peu près la moitié de ses pouvoirs. J'ai choisi la version druide, donc elle se transformait. La, la chamane, elle, avait un compagnon animal, ours, et ça change pas mal la façon dont il est joué. Le jeu, c'est, enfin, ces deux spécialisations sont genre plus ou moins le camp, plutôt chaotique ou loyal, un peu comme Donjons et Dragons. Plutôt que bon et mauvais, c'est plutôt chaotique et loyal. En théorie, le groupe doit être plus neutre ou du même alignement. En pratique, nous, on s'en fout. Voilà, on a joué, on a fait ce qu'on avait envie de faire. Une partie des choix des, il y a des choix de scénarios qui sont faits par le joueur. Si c'est lui qui accède à tel événement, c'est lui qui choisit. En théorie, le jeu est fait pour que ton alignement de personnage détermine ton choix. Alors nous, on s'en fout. On a vraiment fait, euh, et c'est d'ailleurs une règle qui est dans le livret optionnel, on fait vraiment le choix qu'on veut, quoi. Voilà, on fait vraiment le choix
On choisit au moment de l'action, quoi. Donc ça, c'est pas un souci. Donc voilà, la première chose, c'est ça. Ensuite, bah, on commence tout simplement le premier scénario avec son équipement de départ. On choisit le premier scénario, on met en place les tuiles, tous les tokens sont placés au tout début. Il peut y avoir des instructions de départ qui placent des monstres. Vous voyez on va dire quasiment tout le terrain parce qu'il y a des surprises au tout départ, mais il y a un système de pions spéciaux ou de cartes, événements machin, événements truc, des spawns. Dès que vous voyez, par exemple, alors, je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de zoomer. euh, euh, le petit token qui est là où il y a ma souris, veut dire que si vous apercevez, ah non pas celui-là, c'est un token. Voilà. Ces tokens-là, dès que vous les voyez, on les retourne et ça fait apparaître des monstres. Euh, et il y a plein de sets de cartes à sortir. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout d'abord les scrolls qui servent au enfin les scrolls. Les cartes qui servent sont des grandes cartes, un format plutôt tarot ou un peu plus grande, j'ai un petit doute. Qui disent, alors je les expliquerai peut-être un petit peu tout à l'heure, à telle portée, s'il y a un ennemi entre 0 et une portée, il fait ceci, entre 2 et 3 ou strictement plus de 3. Voilà, il fait ceci, il fait cela. Sa priorité de ciblage, donc est-ce qu'il va là, les Gremlin Pack par exemple cible le héros qui a le plus d'or, mais ça peut être celui qui a le plus de dégâts. Tel type de personnage, par exemple, il y a des magiciens en priorité, etc. Donc ça nous permet de choisir la cible grâce à ça. S'il y a une égalité parfaite, ce sont les joueurs qui choisissent entre les différentes cibles. Et chaque ennemi a un type, ça sert pour l'activation. Ils ont également un pouvoir permanent, des pouvoirs quand ils attaquent, des pouvoirs de défense. Donc le pouvoir permanent, c'est celui qu'on voit ici là avec le petit, je sais pas si vous voyez assez, mais avec le petit symbole infini. Et ils ont différents types d'attaques que le jeu va nous déclencher grâce aux portées qui sont ici écrits ici. Par exemple, il y a des personnages qui ont des armes au corps à corps et des armes à distance. S'ils n'arrivent pas à atteindre quelqu'un à distance, ils utilisent leur arme secondaire qui est généralement une arme à distance. Et certains des ennemis vont également avoir donc ça c'est ce que je vous ai montré, c'est le comportement d'IA pour tous les monstres de cette couleur et de ce type-là. Les monstres sont divisés en 4 catégories. Les verts qui sont les troupes, qui sont les ennemis de base. Les bleus qui sont les ennemis un petit peu vétérans. Je crois que c'est le titre, c'est vraiment vétéran. Troisièmement, les élites qui sont rouges, qui sont une version encore plus puissante de cet ennemi-là. Et donc ces trois-là, par exemple, sont généralement les mêmes. C'est la même catégorie. Donc il y a les squelettes verts, bleus et rouges. Un squelette rouge, généralement deux squelettes verts, deux squelettes. Bon, ça dépend un peu des types de monstres, mais deux squelettes bleus. Et il y a des pourpres qui sont des boss, qui sont les boss et qui ont leur propre carte, etc. Et qui font pas partie de ce type-là. Enfin, ils sont exactement les mêmes. Donc chaque ennemi va avoir une feuille, une carte ennemie. Donc par exemple, il y a un scroll commun pour tous les squelettes verts. Et là, vous voyez un chaman orque rouge qui va avoir pas mal de choses. Un type, un certain nombre de pouvoirs spéciaux que je vais vous expliquer juste après, des capacités spéciales qui sont en plus, ils vont avoir des shields spéciaux, de l'armure et des points de vie, surtout pour les rouges qui dépendent du nombre de joueurs. 10 points de vie entre 15 points de vie. Ensuite, des récompenses quand on les tue, des soul points qui sont les points d'expérience à peu près. Puis un trésor, bon, ça va dépendre. Donc ces cartes-là nous servent à garder trace des points de vie perdus ou par les monstres, qui va contrôler quel monstre, mais également pour la pioche aléatoire d'ennemis, parce qu'on ne sait pas forcément, on doit constituer le deck au début du tel ennemi, tel ennemi, tel ennemi, tel ennemi, telle carte, mais on va les mélanger et on ne saura pas dans quel ordre ils vont apparaître.
Vous avez également pour les ennemis, ce que vous voyez ça, des ennemis power. Certains ennemis euh, vont avoir des pouvoirs spéciaux ajoutés, genre attaque de flamme, vous voyez ici, Flaming Weapon, et ils vont mettre le feu, ils vont avoir des bonus. Il y a un peu tous les pouvoirs, le deck il est assez important. Il y en a qui peuvent avoir des images miroirs comme dans Donjons et Dragons, etc. Ensuite, vous avez quoi d'autre? Vous avez un deck d'Uncounter qui sert, qui est à la fin de chaque activation de joueur, on va piocher une de ces cartes et ça va nous dire quels ennemis vont jouer. Ça peut être par exemple tous les personnages verts, enfin tous les ennemis verts, tous les ennemis bleus, tous les rouges, un ennemi, deux ennemis, trois ennemis, tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui sont au contact mais pas blessés. Enfin, il y a pas mal de capacités. Certaines fois, il va y avoir pas d'activation. Ce qui veut dire que dans un rune complet qui est X, dans un rune complet, bah, le même ennemi peut être activé plusieurs fois. C'est très très difficile à prévoir. La seule chose qu'on peut prévoir, c'est qu'on répartit les monstres, euh, on donne les monstres à chaque joueur. On essaie et il faut équilibrer ça, c'est dans la règle. Quand on doit activer un monstre, par exemple, on commence par un monstre du joueur actif. Donc cette partie-là, on peut un peu la prévoir, mais c'est très difficile vu la très grande variété des cartes rencontres. Ce qui veut dire qu'aussi qu'on n'a pas le désavantage de jeux comme Zombicide, qui est tout le monde joue, puis les ennemis jouent, ce qui veut dire que les derniers vont devoir éviter de prendre des risques. Là, tout le monde est logé globalement à la même enseigne. Il se passe quelque chose à la fin du tour, mais c'est pas lié à l'activation individuelle des ennemis. D'ailleurs, hop, voilà. Il y a un paquet de cartes. Un, comment ça s'appelle un coffre. Certains événements du jeu vous demandent de piocher, de faire un jet de sauvegarde et si vous ratez, enfin non, vous demande de piocher une carte piège et sur les pièges, il faut lancer un type de spécial. Si vous réussissez, bah, il se passe généralement rien ou pas grand chose. Si vous ratez, bah voilà, vous prenez du poison parce que la porte était piégée ou le coffre était piégé. Un deck de cartes trésor, bien entendu. C'est l'acte 2, vous rajoutez des cartes dans votre deck. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez les cartes éventes. Alors, les cartes éventes, c'est très important dans le jeu. C'est fait, le scénario vous donne une liste précise de cartes événements qu'il faut faire et des, des sortes d'intervalles. Par exemple, il faut mettre au-dessus la carte 3, la carte 4 que vous mélangez. En dessous, la 7, la 12, la 24, vous mélangez, etc. Donc, il contrôle ce qui se passe dans le scénario comme ça, mais il y a des petites variations. Vous pouvez avoir des choses qui vont se passer. Donc, cette carte-là, elle est à la fin du tour. Et ce sont des événements, ça sert à la fois de compte tour, parce que s'il n'y a plus de cartes à piocher, vous avez perdu. Euh, et il se passe plein de choses. Il peut avoir des spawns de monstres. Ça peut être des cartes événements de scénario. Donc là, il faut aller lire dans le livre de scénario un événement qui va se passer. Ça peut être vraiment, vraiment plein de choses. La mécanique, en gros, on va en piocher la plupart du temps un tour sur deux. Parce que quand, quand la première carte du dessus du paquet est face cachée, on la retourne, on la joue au-dessus du paquet, et quand elle est au-dessus du paquet, vous la retirez juste au-dessus du paquet et vous faites rien. Donc globalement, sauf exception, parce que bien entendu, comme c'est un scénario, un jeu à scénario, il y a des exceptions, vous allez piocher une de ces cartes tous les deux tours. Donc il y a un compte tour, on ne peut pas prendre tout le temps qu'on veut pour faire ce scénario-là. Ensuite, vous avez des cartes Emporium qui sont des cartes achetables, généralement des potions, des choses comme ça. L'Emporium, c'est le magasin. Des cartes items qui sont disponibles, vous pouvez vous servir. C'est une épée de base, un arc de base, un bouclier de base, enfin bref, des choses comme ça. Les cartes associées à chaque héros, la carte de spécialité que vous voyez à gauche, et ici c'est un des personnages, c'est sa spécialité d'assassin. Et côté de sa carte héros, parce que une, ce jeu, quand vous mourrez, la première chose à faire c'est que vous perdez un niveau, donc ça peut être un petit peu pénalisant.
Et deuxièmement, vous êtes en fantôme. Pour pouvoir revenir, il faut dépenser des points d'expérience. Alors les points d'expérience, c'est les soul points. Ils sont communs à tout le groupe. À chaque fois qu'on tue un monstre, le groupe gagne X soul points. Donc là, il faut discuter on l'utilise pour passer de niveau, pour la résurrection. Et là, on va discuter, bon, qui est-ce qui va utiliser ça, sachant qu'il y a une limite. On ne peut pas être deux niveaux au-dessus de quelqu'un. Il peut y avoir qu'un niveau d'écart maximum. Ensuite, vous avez euh, euh, les pouvoirs de chaque personnage. C'est une des particularités. Donc, qui vont être divisés en trois catégories. Les neutres, que tout le monde peut prendre, et les pouvoirs de chaque spécialité, selon le personnage. Ensuite, selon le niveau de votre personnage et le niveau à lequel vous voulez l'utiliser, et ben chaque pouvoir une fois qu'il est utilisé, va être retourné, va être placé sur un côté. Donc par exemple ici, vous voyez que ce pouvoir, si vous l'utilisez au niveau 2, votre personnage est niveau 2 vous allez le mettre sur 3. Bah, c'est un compte tour. Enfin, bon, à la fin de chaque tour, il est décalé d'un cran. Donc si vous étiez à 3, vous passez à 2, ensuite vous passez à 1, et ensuite vous retournez la carte et elle est de nouveau disponible. Et donc là, il y a des petits choix. Par exemple, si vous êtes niveau 4, vous pouvez l'utiliser selon si vous n'avez pas besoin de faire l'effet maximum mais que vous voulez que ça prenne moins de temps. Et ben, vous pouvez l'utiliser avec le pouvoir du niveau 2. Et à ce moment-là, vous faites ça. Il y a plein d'infos sur les cartes. Quel type d'action il faut faire pour la carte. La portée à laquelle vous pouvez l'utiliser. Voilà. Donc oui, le fait de se transformer en fantôme fait que bah, vous faites un... Bon, il y a un petit pouvoir, les fantômes ont un petit pouvoir, il fait généralement quand même pas rêver, mais vous n'êtes pas mort, quoi. Voilà. Alors, si vous multipliez les morts, tape dans le... Votre niveau il va baisser, et ça va taper dans les réserves du groupe, quoi. Donc il faut quand même essayer d'éviter de mourir. Ensuite, le dernier type de carte, enfin un des derniers types de cartes, ce sont les Soul Weapons, qui sont des armes magiques puissantes euh, qui sont, qui sont piochées ou qui sont données en récompense de quête. Donc voilà, vous avez fait votre setup, vous avez votre personnage. Je vais vous parler un tout petit peu plus du personnage, des monstres qu'on vous a demandé. Oh bon, vous avez plein de choses sur les terrains, là c'est un crawler. Donc les cases sont assez grandes. Il y a une séparation blanche qu'on voit mieux qu'on voit assez bien sur les cartes. Bon là c'est assez simple, hein. Vous voyez, il y a une zone. Une zone, c'est les croix, hein. Là où il y a une croix, c'est une zone. Les croix servent à faire la ligne de vue. Euh, pour savoir s'il y a la ligne de vue, vous tirez un trait entre deux croix et s'il n'y a rien qui bloque. Il y a des terrains difficiles. Enfin, c'est un grand classique. Il y a des portes, il y a des coffres. C'est un grand classique. Alors dans le jeu, je vais vous parler du scénario. Il y a, enfin des scénarios, il y a trois livres. Il y a le livre de règles, celui que vous êtes en train de regarder, premièrement. Deuxièmement, vous avez un livre de pages où il y a le plan, euh, le setup, quelle carte il va falloir mettre, dans quel ordre, qu'est-ce qu'il va falloir préparer. Des petites règles de départ qui sont valables, par exemple, ah bah là vous n'avez pas le temps entre le scénario d'avant et celui-là d'aller à l'Emporium parce que vous êtes au milieu du donjon, bah, vous n'avez pas le droit de retourner en ville pour faire vos courses. Bon, toutes les créatures sont des morts vivants, donc on rajoute le trait mort vivant à toutes les créatures pour une raison scénario. Ouais, il y a ceci. Et ensuite, il y a un troisième livre qui est le livre des secrets. Dans le jeu, oui, dans le jeu, il y a plein de choses que vous ne connaissez pas dans le setup. Par exemple, dès que vous arrivez, il y a des pions ou des cartes. Dès que vous piochez l'événement Story Event dans le livret de scénario, dans le livret des secrets. Ce qui permet de cacher pas mal de choses, pas mal de décisions la première fois que vous allez faire les scénarios. C'est ce qui rend aussi le jeu euh, peut-être un peu moins rejouable. Il est rejouable, mais vous allez perdre une partie des surprises, puisqu'il y a des surprises. Il n'y aurait pas de surprise, ça serait plus rejouable, mais ça serait peut-être d'un autre côté un peu moins intéressant. Bref, c'est une question de choix. Alors c'est toujours rejouable, surtout si vous rejouez avec exactement le même groupe.
je le ferai pas. Avoir moi qui ai déjà fait les scénarios et rejouer avec d'autres joueurs qui connaissent pas, bah, je laisse un peu faire les autres joueurs. Moi, ça me dérangerait pas. Mais exactement le même groupe de joueurs, même les persos changent énormément, hein. Ils sont assez différents les uns des autres. Je pense que suivant les combinaisons, il y a des choses qui vont être très difficiles ou plus faciles selon le groupe que vous avez. Bon, je sais pas. Nous, on a échoué relativement peu de scénarios, je crois. Pénalisant de refaire. Si vous, voilà, si vous mourrez beaucoup de fois, c'est peut-être un petit peu chiant, quoi. Mais de refaire les scénarios, bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est un jeu à scénario, c'est la richesse. Alors, il faut pas s'attendre non plus à une complexité de dingue dans la narration, hein. C'est assez, en tout cas le premier Kickstarter, il était assez classique. Bon, il y a des morts vivants, il y a des trucs, on voit un petit peu une partie des choses venir quand même. C'est pas grave, franchement, bah, ça rajoute un petit peu. Il n'y a pas des murs de texte à lire. Il y a un petit peu de texte, mais c'est pas, il n'y a pas 2 pages de background à lire au milieu du scénario. Je connais des jeux comme ça. Mythe pour pas le citer maintenant. Euh, voilà. Donc, ça c'est la structure. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qu'il faut expliquer? Au niveau du jeu, comment ça se passe? Un héros va jouer, on choisit lequel des 4 héros va jouer. Quand il joue, on est censé tourner son petit token pour expliquer qu'on a joué. Bon, il y en a qui y pensent, il y en a qui pensent pas, on s'en fout. Euh, à ce moment-là, on pioche une carte, donc il fait son tour. Il a, alors selon, alors là, il faut que je trouve, il faut que je vous montre les personnages. Est-ce qu'on va bien voir? Voilà. Donc ici, selon son niveau, il a une soul gem. Alors bon, c'est un peu c'est pas un spoiler, mais bon, les personnages, en fait, sont des héros des anciens temps et ils reviennent à la vie au tout début du premier scénario. Et c'est cette soul gem, voilà. Bon, c'est en fait un élément qui vous dit, bon, tout en haut vous avez le niveau. Hop, je vais essayer de vous faire zoom. Vous avez le niveau, le nombre de points de vie de votre personnage maximum. Ensuite, les points, c'est le nombre d'actions d'attaque que vous avez, suivant le niveau et le personnage surtout. Bah, ça va changer. Ensuite, jaune, c'est qui servent à déclencher une partie de pouvoir. Il y a des pouvoirs qui se déclenchent avec des actions gratuites, des actions d'attaque ou des actions jaunes. Euh, les actions jaunes permettent de faire d'autres choses, un peu de déplacement, des dés de combat en plus, enfin des dégâts en plus. Pas mal, c'est une partie de la, on va dire des choix à faire au début de votre tour. Euh, et ensuite, le chiffre, c'est le nombre de pouvoirs de votre classe que vous avez. Et le nombre d'étoiles, c'est le nombre de pouvoirs génériques. Il y a un petit deck avec des pouvoirs génériques communs à tout le monde dans lequel on peut piocher. Voilà. Donc à votre tour, vous avez bah, votre nombre d'actions rouges, votre nombre d'actions jaunes et, et votre valeur de mouvement. Quand on commence son mouvement, on peut le faire à n'importe quel moment du tour, mais quand on commence son mouvement, on ne peut pas l'interrompre. Alors, c'est pas enfin, on peut faire des actions blanches, c'est-à-dire des actions gratuites, de les ouvrir au milieu du mouvement, et donc de poursuivre votre mouvement. Certaines portes sont fermées et nécessitent une action jaune. Comme ça nécessite une action jaune, vous êtes obligé d'interrompre votre mouvement et de stopper votre mouvement pour le tour. Euh, hop, voilà. Une fois que vous avez fait donc ces movement activities, donc ça vous avez votre score de mouvement sur votre feuille de perso. Combat activity c'est les actions rouges, action activity c'est les actions blanches, jaunes et les actions gratuites c'est les blanches. Une fois que vous avez fini votre tour, vous piochez une carte Encounter, je vous ai expliqué tout à l'heure, qui va vous dire quels ennemis précisément, il n'y a pas il a pas de choix vraiment, quels ennemis vont être activés. Et ensuite, on choisit un autre personnage. Une fois que vous avez fait les quatre, les quatre, les quatre, les X héros, on va dire,
pas obligé de jouer à 4, mais nous on est 4. Vous piochez une carte event, vous la résolvez. Alors les cartes event, je vous ai dit, c'est un peu tout. Il y a du spawn qui dépendent du nombre de joueurs, du nombre de monstres déjà présents. Donc s'il y a beaucoup de monstres, bah ça spawn pas. Si vous avez tué beaucoup, ça spawn. Alors à certains moments, vous pourrez avoir le sentiment d'être pas récompensé d'avoir tué des monstres juste avant. Bon, ça peut arriver, c'est comme ça. Ensuite, on vérifie si on a gagné le jeu ou pas. Bon, il y a une condition dans, qui est indiquée qui est indiquée dans le jeu, généralement plutôt dans le livre de scénario. Ensuite, vous revenez enfin, ça c'est, j'ai oublié la phase de début de tour. En fait, au début de tour, on gère tous les effets, par exemple le poison, le feu, enfin pas le stun, enfin la plupart des effets sont gérés à ce moment-là. On tire des tokens de poison, ou on fait un jet de sauvegarde pour essayer de virer le poison, on prend le dégât. Enfin bon, il y a plein de possibilités. Les pouvoirs remontent tous d'un niveau. Euh, ensuite, si jamais quelqu'un veut passer de niveau, on passe de niveau en milieu de scénario, c'est pas possible. Bah, il dit bah moi je prends tant de points dans le pool, donc faut se mettre d'accord. La résurrection se fait à ce moment-là, etc. Voilà. Donc là vous avez globalement comment vont se dérouler tous les tours. Je vais pas rentrer dans les détails dans toutes les règles, mais il y a beaucoup. Alors ça se joue avec des dés. Alors j'ai pas expliqué. C'est peut-être le plus important à expliquer. J'essaie de vous trouver les dés. Avec des dés spéciaux qui ont plein de phases différentes, mais vraiment beaucoup de phases. Il y a des plutôt de défense qui sont les dés bleus, qui servent pour les armes légères aussi, ou pour donner un peu plus de variabilité. Et il y a les gros dés de combat qui sont les dés rouges. Dessus, donc ça décrit plein de choses. J'essaie de vous trouver les résultats des dés. Non, je voulais pas trouver. Hop. Alors, ce sont les buffs, enfin les buffs, les items. Alors il y a énormément de conditions. Il y a des coups critiques, vous pouvez déclencher des coups critiques, stun, bash, fire, euh, poison, knockout, blind, slow, stun. Enfin, il y a vraiment énormément. Dans les extensions en plus on en rajoute. Donc ça c'est la partie qui est bon, on se demande toujours après 15 parties. Bon, alors stun, enfin blind, ça se vire le tour où tu l'as ou le tour d'après. Enfin bon, bref, il y a quelques éléments. Il y a une feuille qui récapitule ça. C'est assez simple. Hop, est-ce qu'il y a les. Hop, 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 hop. Les armes, les items sont limités à certaines classes de personnages. Donc les classes, il y a des classes plutôt rogue, plutôt magicien, plutôt combattant, etc. Il y a je sais plus, 4 ou 5 classes différentes. Et il y a certains loots qui sont réservés à certaines classes. Euh, je n'arrive pas à trouver. Ah oui, voilà. Et c'est ça les résultats des dés. Donc il y a pas mal de résultats différents. Il y a les dégâts purs. Ensuite, il y a les éclairs qui servent à déclencher des pouvoirs secondaires sur vos armes ou sur vos armures, un peu comme dans Descente. Et d'ailleurs, c'est même genre, bah, ça ressemble à V1, ça ressemble au Surge de Descente V1. Chaque ligne peut être exécutée qu'une fois, quel que soit le nombre d'éclairs que vous avez. Euh, les étoiles qui déclenchent des pouvoirs spéciaux, par exemple des critiques, des choses comme ça, suivant l'item. Des boucliers quand vous faites des défenses, parce que quand on prend des dégâts, on lance des dés de défense. Ensuite, le signe Sword and Sorcery euh, qui, euh, qui sert à déclencher des pouvoirs très spéciaux, très rares, ou qui servent dans les scénarios. C'est une chance sur 10 par dé. Par exemple, quand vous faites un espèce de test, à un moment, on vous demande de lancer 3 d 10. Si vous faites au moins ce dé-là, il est réussi. Généralement, ces trucs-là, on n'a qu'une seule tentative du scénario par joueur. Donc bah voilà, ça peut arriver de rater une petite sous-partie du scénario, un passage secret, des choses comme ça. Et le gobelin, le gremlin, pardon, qui est le nom de la boîte qui fait le développement, pas l'édition, mais qui fait le développement, qui est généralement un miss et qui, pour certains monstres, peut déclencher des pouvoirs ou, enfin bon, qui peut déclencher certains pouvoirs aussi. Donc il y a beaucoup de phases sur les dés. Au début, la lecture est un peu lente. Bon, ça vient assez vite. Si vous voulez voir une arme,
Essayez de vous trouver une arme. Hop, hop. Vous avez sur les armes, bon là j'en avais une là, mais vous avez par exemple euh, ce marteau, il fait un de dégâts de base, plus un des rouges, un des bleus, il a zéro de portée. Si vous faites un éclair, vous pouvez le dépenser pour faire un KO. Si vous avez fait deux éclairs, vous pouvez faire un critique. Les critiques, bon, ça sert à rien de rentrer vraiment dans le détail, hein, mais voilà. Donc c'est vraiment riche. Il se passe pas mal de choses. Euh, euh, il y a beaucoup de petites choses à se rappeler. Ah oui, ce gars-là, il avait ce pouvoir-là. Tout est sur les cartes, hein, mais il y a prévoir ce qui va se passer exactement. Bah, il y a une partie de risque, puisque comme on ne sait pas, comme on sait pas exactement qui va être activé dans les ennemis, et ben il y a des moments où on prend un risque, on dit bah ouais, si c'est pas lui, si c'est lui qui est activé, bah je vais prendre cher. Sinon c'est lui, etc. Donc il y a pas mal de jeux comme ça. Enfin, il y a pas mal de gameplay autour de ces choix-là. Mine de rien, j'étais un peu sceptique sur la taille des cases. Plus la taille, enfin, si ce ne sont pas des cases individuelles, comme par exemple dans Descente, bah, il y a un peu moins de tactique. C'est pas le cas, c'est pas vraiment le cas. Alors c'est moins, ça l'est un petit peu, mais c'est moins. Par exemple, la punition de Descente V1 qui a un placement à la case près. Sinon, l'Overlord faire un gank et tuer un mec d'un coup sans qu'il ait plus rien faire, c'est un peu moins précis. En tout cas, il y a quelque chose, c'est un peu moins, on va dire, précis parce que ce sont des grandes cases. Euh, En vrai, ça l'est quand même pas mal. Euh, alors, c'est toujours, il y a- on a toujours l'impression de rater les monstres à un point de vie. Alors, connais l'effet psychologique qui est là, hein. C'est qu'on se rappelle que des monstres qu'on rate à un point de vie, hein, ceux qu'on explose à plus 3 ou à plus 4 points de vie. Mais le jeu, hum, quand même extrêmement, extrêmement équilibré, avec beaucoup de tension dans les scénarios. Là, on vient de faire le dernier scénario de la première campagne de l'acte 2. Franchement, on a cru plusieurs fois que c'était. Enfin, moi j'ai cru que c'était mort plusieurs fois. C'était vraiment, vraiment, vraiment sympa. Pas, pas énormément de surprises dans ce là, mais le scénario lui-même était sympa. Bon, il y a plein, plein de choses. Le livret de règles est assez dense. Il est pas. Certains le critiquent beaucoup. Très honnêtement, je suis pas sûr que qu'il y a beaucoup, beaucoup mieux à faire. Alors, il est au format carré, moi j'aime pas, mais ça c'est vraiment un truc très particulier. Voilà. Bon, je pense que je parle déjà depuis un bon moment. Ça fait 38 minutes que je vous parle de ce jeu. C'est un gros coup de cœur quand même, hein. Je sais pas si j'ai bien su vous le transmettre. Euh, Moi, j'aime vraiment beaucoup le jeu. Euh, c'est très sympa. Il y a, mais c'est pas simple. Donc, si vous avez l'habitude de jouer à Zombicide, alors, on va encore dire que je casse du sucre sur Zombicide. Euh, et rien de plus compliqué. Bon, voilà. Attendez-vous à un petit peu plus de sous-règles, à bien se rappeler. Voilà, c'est un petit peu plus dense qu'un autre jeu. Je regarde un petit peu ce que j'aurais pu oublier de vous mentionner. Forcément plein de choses, hein, mais vous pouvez lire le livre de règles. Donc ça, c'est celui de la V1. Donc il y a pas mal de nouveautés qui sont annoncées. Euh, on n'en sait pas grand-chose, hein, pour le moment, qui ont l'air d'être sympas. Alors le jeu est, voilà ce que je voulais finir par ça. Le jeu est disponible dans le commerce. La boîte de base vaut 80 euros avec 7 scénarios, 5 héros dans la boîte de base. Vous avez ensuite 3 ou 4. Alors attendez, je vais.
Hop, je vais changer de format parce que j'avais lancé exprès la page d'Ares sur. Je fais un petit pub pour Philibert, mais bon, il y a un peu que qui les ont. Euh, alors, vous avez trois ou quatre héros différents. Krogan, Samiria, qui est le perso que je joue moi par exemple. Victoria, Onamor, je me souviens plus. Ah si, c'est le summoner de mort-vivant. Il y a ceci. Donc la boîte de base, elle vaut 80 euros. Si vous voulez tout le contenu, nous on a payé le contenu, c'était un bundle à 200 dollars. Donc là, la boîte de base, elle vaut 80 euros. Ensuite, vous avez 4 héros à une douzaine d'euros près, enfin une douzaine d'euros. Arcane Portal, qui est l'extension avec la première campagne, la mini-campagne d'acte 1, c'est-à-dire de 4 scénarios. Euh, et vous avez ensuite une nouvelle boîte qui est sortie. Ah tiens, Morgan, celui-là, je l'avais oublié, il y a peut-être 5 héros alors, au début. Hop. Et il y a une autre campagne qui est sortie, qui est la première campagne d'acte 1. Alors, ils l'ont peut-être pas chez Philibert, mais bon, elle devrait pas. Et donc, je crois qu'elle s'appelle Darkness Falls euh, de mémoire, mais je me trompe peut-être sur le nom de la campagne. Bref, une boîte de campagne, plus une boîte qui va sortir dans pas longtemps, avec le dragon, qui est la mini-campagne de 4 scénarios qui clôture le premier Kickstarter. Alors vous allez en avoir pour plus cher, hein, parce que rien que Arcane Portal, vous voyez, il vaut 45 euros. Donc le Kickstarter était quand même assez intéressant. Ils ont une politique de fournir dans le commerce. Bon, il y a des portes, il y a des pièces, enfin, bon, il y a plein d'add-ons hein, possibles. Euh, euh, Ils ont une politique de sortir leur jeu à 100% dans le. Il y a pas de KS exclu. Je pourrais regarder un jeu là, mais je crois pas qu'il y ait vraiment de KS exclu dans ce jeu-là. Donc ça, c'était la deuxième campagne qui était des stretch goals c'est une boîte qui va être payante, qui est payante dans le commerce. Euh, je crois que c'est Darkness Falls. Oui, parce que la première c'est Immortal Falls. Voilà. Euh, Au niveau du délai, alors ils ont livré en retard, hein, bien entendu. Ils ont livré en deux fois. Premièrement, tout le carton de l'acte 1, euh, plus toutes les figurines, tout le plastique, tout. Voilà. Les tuiles, tout était livré. En revanche, ils ont mis du temps ils ont, je sais plus, 6 mois avant de livrer l'acte 2, les cartes de l'acte 2. Bon, c'est pas forcément très très grave. Il y avait une partie qui était téléchargeable. Il y avait certains éléments. Voilà, ça c'est le gros dragon qui est vraiment bien cool en vrai, hein. Voilà, avec des. Ça c'était. Ah oui, dans le bundle. Je sais pas comment ça sera. Dans le bundle. Ah oui, c'était le bundle. Ouais, d'accord. C'était le bundle. Donc dans ceux que je vous ai montré, par exemple, il y en avait. Et il y a les figurines. Ouais, pardon, j'avais oublié. Les figurines de bleu, c'est-à-dire qui est la version qui sont pas vraiment méga nécessaires, hein, qui est la version fantôme de votre personnage, est un add-on aussi, est un add-on. Donc voilà le bundle que quasiment tout le monde avait pris, franchement ça valait le coup. C'était pas très cher. Alors on sait que le prélège de base est monté de 10 dollars, est passé de 110 à 120 dollars. Donc le bundle all-in, on ne sait pas trop encore, hein, ça dépendra de combien on va faire sur le Kickstarter. Voilà. Bon, j'ai pas encore grand chose à vous expliquer. Il y a toute de nouveautés pour les gens qui reviennent, si vous avez déjà fait, mais si vous connaissez déjà le jeu, vous m'avez pas écouté pendant 2 heures. Donc ils disent qu'il y a deux settings différents sous la terre et une espèce de terrain sous la terre et sur la terre et sous la terre comme un monde souterrain. Plus d'ennemis, ils disent. Bon, ça je sais pas pourquoi. Un nouveau type d'ennemis qui sont des minions, donc des sortes de sbires qui vont être plus nombreux et qui vont essayer de vous probablement de nous submerger. Parce que les monstres c'est généralement un ou deux maximum par heure. Enfin bon, il y a pas, on a rarement 10 monstres différents sur le plateau. Un nouveau type d'allié. Avant il y a des mercenaires, maintenant il y a des alliés. Donc par exemple le premier stretch goal c'est un allié blanc, ça on le sait.
En dehors du jeu, j'en ai pas parlé, mais il y a très peu, il se passe rien en dehors des scénarios. Il n'y a pas de phase de ville comme dans le premier Kickstarter, dans, je sais pas, Brimstone ou Armor Quest à l'époque. Il n'y a pas de phase de ville. Maintenant, c'est différent. Il y aura de l'exploration. Ils annoncent, hein, on n'en sait pas plus. Il y aura de l'exploration à l'extérieur. Il y aura des événements. Il y aura une partie du Book of Secrets qui sera consacrée à ça. Dans les villes, il y aura un peu, il y avait déjà des bâtiments qui étaient des bâtiments génériques qui étaient disponibles dans quasiment toutes les exemple, bah, l'Emporium dont je vous ai cité, un espèce d'hôtel des dieux où on pouvait aller prier, le forgeron qui pouvait améliorer vos armes. Là, ils ont enrichi tout ça avec des nouvelles possibilités et avec des bâtiments différents suivant les villes. On n'en sait pas beaucoup plus. Plus d'options pour les héros, plus de craft. Enfin, il y a du craft en utilisant des soul gems, etc. On pourra plus crafter, enchanter les armes. On ne sait pas trop. Vont être importants dans le nouveau Book of Secret. Par exemple, quand vous allez explorer l'exploration du monde, bah, si l'un d'entre vous a une torche, bah, vous aurez le droit de lire ça ou sinon c'était ça. Donc j'ai plutôt confiance en eux. C'est leur troisième gros jeu au couple Ares Gremlin. Le premier était Galaxy Defenders, qui est une sorte de dungeon crawler tactique à base d'hexagone dans le thème Men in Black, qui est plutôt bon. Certaines personnes continuent à préférer Galaxy Defenders. Moi, je sais pas trop. Je sais que le thème est un petit peu plus difficile à placer. Mais la progression des personnages était moins intéressante quand même que la progression des personnages dans Sword and Sorcery. Bon bah je vais arrêter de vous saouler et j'espère que ça vous aura appris quelques petites choses. Euh, et puis bah, je vous dis à bientôt pour un autre Dungeon Crawler probablement. Et puis bah, si ça vous intéresse, si le jeu vous intéresse, vous pouvez aller sur Kickstarter. Ça sort lundi 5 à 15 heures, heure de Paris, il me semble. Voilà, bonne journée, à bientôt.